L'indicible secret. Ed et Lorraine Warren parlaient rarement de ce cas qu'ils décrivaient comme l'un des plus étranges et des plus effrayants de leur carrière. Quand ils le faisaient, ils mettaient toujours leurs auditeurs en garde. C'est une histoire profondément choquante, et ils ne mentaient pas. Au début des années 1970, Joel DeWitt, un jeune homme rondouillet de 21 ans, habitait en Californie avec sa mère. Il ne l'avait jamais quittée, à part l'année qu'il avait passée dans une école de funéraire de la ville d'Omaha dans le Nebraska. Il lui était complètement dévoué et son comportement était exemplaire. Si elle avait besoin de lui, alors il ne sortait pas, même pour aller à la Ruby Funeral Home, le funérarium dont il était responsable. Joel était un bon garçon, comme elle le disait toujours, mais il avait un petit secret. Tout en haut du placard de sa chambre, sous les boîtes de maquettes d'avions qu'il n'était jamais arrivé à terminer, il dissimulait un magazine de chars. Il n'osait pas en acheter d'autres, de peur de se faire attraper, mais un seul lui suffisait. Il le regardait fréquemment, et pas seulement pour se masturber. La nuit, quand sa vieille mère somnolait sur le canapé du salon, il le sortait du placard et le feuilletait jusqu'à ce qu'il trouve une fille à son goût. Il ne s'intéressait pas à leurs seins, ni à leurs fesses, ou à d'autres parties de leur corps, mais juste à leur visage. Il en choisissait une, la rebaptisait d'un prénom charmant et romantique, car il détestait les surnoms vulgaires que les magazines donnaient à leurs modèles. Puis il s'allongeait sur son lit en imaginant sa vie à ses côtés. Dans sa tête, il ne voyait pas seulement des scènes érotiques, même si elles constituaient la plus grande partie de ses scénarios, mais également leur maison en banlieue, leurs dîners en amoureux, leurs promenades au bord de la mer, etc. Parfois, la fille se transformait en Shannon Lee, une ancienne camarade de classe qu'il avait passionnément aimée, mais à qui il n'avait jamais osé parler. Sa mère choisissait toujours de se réveiller à ce moment-là, et l'appelant de sa voix éraillée, elle faisait voler son fantasme en éclats. Alors, il descendait l'escalier, terrifié à l'idée de la retrouver morte, mais espérant secrètement et coupablement qu'elle le soit. Un après-midi d'été, en passant devant l'entrée de l'unique cinéma pornographique de la ville, il se retrouva frappé de stupeur. Une femme, particulièrement belle et terriblement excitante, lui souriait langoureusement, l'invitant à rentrer de ses grands yeux de papier glacé. Troublé, il hésita un moment. Il était assez âgé pour fréquenter un tel endroit s'il le souhaitait, mais il avait peur de la réaction de sa mère si jamais elle venait à le savoir. Il l'imaginait déjà en train de pleurer, se frappant le cœur en lui criant qu'il était en train de la tuer, comme elle savait si bien le faire. Elle sortirait son crucifix béni par le pape du tiroir de sa table de nuit et le brandirait devant lui, comme un exorciste cherchant à éloigner une créature impie. Apprendre qu'il était allé voir un film de ce genre pouvait tout aussi bien la tuer. Et il devrait vivre avec cette culpabilité tout au long de sa vie. Alors, avant de faire quelque chose de regrettable, il se força à s'éloigner. La nuit suivante, il se retrouva obsédé par la femme de l'affiche. Incapable de s'endormir, il chercha un moyen pour entrer dans le cinéma sans se faire remarquer, et l'idée lui vint de se déguiser. Quand il était enfant, il adorait les mystères de l'Ouest, et même si sa mère s'évertuait à critiquer les jeunes femmes à moitié dénudées qui se jetaient dans les bras de James West, il regardait la série dès qu'il le pouvait.
il aimait particulièrement le personnage d'Artemus Gordon, qui se travestissait souvent et n'était jamais découvert. Le lendemain soir, il prit son sac de sport et, prétextant une partie de bowling, il mentit à sa mère pour aller voir la femme de ses rêves. Une fois au centre-ville, il se dissimula sous un porche. Sortant de son sac tous ses accessoires, il entreprit de se déguiser. Il avait emporté avec lui une grosse paire de lunettes en écaille, une moustache qui lui venait d'un magazine de farce et attrape et sa perruque des Beatles. Il l'avait achetée en 1964 pour impressionner ses camarades de classe. Mais elle l'avait seulement rendu un peu plus bizarre à leurs yeux. Après avoir vérifié son aspect dans une vitrine, il se dirigea vers le cinéma. De gros nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel, le poussant à presser le pas. Transpirant abondamment, il s'assura que personne ne le suivait avant de se glisser dans la salle. Il s'installa dans un fauteuil de la rangée du fond avec un grand pot de pop-corn au beurre et un Coca-Cola géant, et pour la première fois de sa vie, il regarda un film classé X. Suite à cette expérience, ses fantasmes devinrent beaucoup plus concrets. Au cours des mois suivants, il retourna au cinéma tous les mardis soirs, toujours déguisé. Parfois, il portait sa moustache postiche, une casquette rouge et le manteau de son défunt père, parfois sa perruque des Beatles et un costume noir, ou encore un jogging et une perruque grise. Ainsi accoutré, il ressemblait à un vieux sportif en surpoids. Il craignait d'être reconnu par sa mère, sa sœur ou Arnold Ruby, son employeur, dont la rumeur prétendait qu'il s'entendait mieux avec les morts qu'avec les vivants. Il se méfiait aussi de ses voisines, de vieilles pies aigries qui passaient leur vie à la fenêtre et qui se seraient très certainement empressées de le rapporter si elles l'avaient vu rentrer dans un cinéma pornographique. Il suivait toujours le même rituel. Il s'asseyait au fond de la salle et regardait le film en engloutissant les plus calorifiques des friandises, celles qu'il n'osait jamais se permettre à cause des remontrances de sa mère. Ses déguisements étaient tellement réussis que personne ne découvrit jamais son pathétique petit secret. Au bout de 6 mois, sa conscience se mit à le tourmenter, le poussant à se confesser. Horriblement gêné, il raconta toute l'histoire à un vieux prêtre, et quand il s'agenouilla pour dire sa pénitence, le confessionnal lui parut aussi sombre que son âme. La seconde année, sa mère commença à devenir suspicieuse. « Tu crois que je l'ignore, mais je le sais. »« Que savez-vous donc, mère ?»« Je sais quand tu y vas. »« Quand je vais où ?»« Ce n'est pas parce que je suis vieille que je suis stupide. »« Bien sûr que non, mère. Tu vas quelque part où tu n'es pas supposée aller. »« Et comment savez-vous cela ? » Parce que mardi dernier, au milieu de la nuit, j'ai amené mes chandelles saintes dans ta chambre et je t'ai regardé dormir. Tout ton corps était secoué de convulsions. Tu ressemblais à un vieil homme agonisant. « Je vais au bowling, mère, je vous l'ai déjà dit. »« Au bowling ? Tu penses que je vais croire ça ?» lui dit-elle en le toisant d'un air sévère. « Tu vois une fille, n'est-ce pas ?» En entendant le mot « fille », Joël s'empourpra. Depuis qu'il était petit, il avait terriblement honte dès que sa mère le soupçonnait de traîner avec une fille. « Non, je vous le promets, je n'ai pas de petite amie. »« Alors, où vas-tu » lui demanda-t-elle en le scrutant de ses yeux accusateurs. « Au bowling. »« Menteur !»« Et après, je fais une promenade. Vous n'avez pas remarqué que j'avais perdu un peu de poids ?
Tu plaisantes? J'ai dû agrandir tous tes pantalons le mois dernier. C'est une fille, n'est-ce pas? Non, lui répéta-t-il en soupirant. Puis, comme il ne savait plus quoi dire, il courut s'enfermer dans sa chambre. C'est une fille! Je sais que c'est une fille! Arrête de me mentir! Lui cria-t-elle depuis l'autre côté de la porte. Affolé, il se couvrit les oreilles de ses mains, et elle finit par partir. En tant que responsable du funérarium, Joël aidait parfois à l'embaumement. À force, il en avait pris l'habitude, mais la première fois, il avait eu l'impression de travailler dans un abattoir. Il en était venu à penser qu'une fois l'âme envolée, le corps n'était plus qu'un tas de viande pourrissante, exactement comme un beefsteak de bœuf ou un rôti de cochon. La plupart du temps, quand il effectuait des soins aux défunts, il évitait de les regarder. Il savait ce qu'il faisait, il était même un expert, mais ses yeux ne s'attardaient sur aucune partie de leur corps, de la chair, uniquement de la chair morte. Parfois, il avait l'impression que toute l'histoire n'était qu'une plaisanterie, que la personne allait se relever et se mettre à rire, comme si elle venait de lui faire une bonne blague. « La mort n'existe pas, Joël !» lui dirait-elle d'une voix moqueuse. La nuit, il rêvait que de telles choses arrivaient. Et puis, un jour, il dut s'occuper d'une jeune femme de 34 ans. Elle ressemblait en tout point à l'actrice qu'il avait vue sur l'affiche du cinéma pornographique presque 20 ans auparavant. Alors, sa vie bascula dans l'horreur. À cette époque, Ed et Lorraine Warren étaient submergés de travail. Ils participaient à une série de conférences et donnaient des cours de démonologie et de paranormalogie dans des universités. Quand leur téléphone se mit à sonner, ils décrochèrent machinalement. « Bonjour, je m'appelle Tiana DeWitt, » dit une femme à la voix timide. « Je vous appelle au sujet de mon frère, Joël. Il vit dans une maison près de la mienne avec ma mère. »« Oui, » l'encouragea Ed. « Mon frère a toujours été un peu spécial, renfermé et solitaire, mais depuis quelque temps, il se comporte bizarrement. J'ai l'impression qu'il a un problème. »« Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Il s'enferme à clé dans sa chambre pendant des heures. Tous les mardis soirs, il sort et personne ne sait où il va. Il prétend jouer au bowling, mais je sais qu'il nous ment. Il nous cache quelque chose. « Oh, je vois, » répondit-il distraitement. « Et puis, dimanche dernier, je l'ai vu léviter. »« Pardon ? C'est votre mère qui vous a raconté qu'il lévitait ?» lui demanda-t-il, brusquement intéressé. « Non, j'étais à 2 mètres de lui. Je l'ai vu flotter au-dessus du canapé. »« Votre mère serait d'accord pour que nous venions discuter avec lui ? » ?»« Oui, je lui en ai parlé avant de vous appeler. Elle s'inquiète beaucoup pour lui. » Tiana rapporta toute la conversation à sa mère, et la vieille dame se chargea de prévenir son fils de la venue des Warren. Elle s'attendait des supplications et s'y était préparée. « Pourquoi me tourmentez-vous ainsi? Vous ne m'aimez donc pas, mère ?» s'écria-t-il d'une voix géniarde en apprenant la nouvelle. « Si, et c'est pour cela que ta sœur et moi, nous les avons invités. Si vous m'aimiez vraiment, vous ne laisseriez pas ces gens bizarres venir m'examiner comme un animal dans un zoo. Ils viennent pour essayer de t'aider. Je ne comprends pas pourquoi Tiana les a contactés. Quelle idiote, elle ne les connaît même pas. Tu ne peux pas comprendre car tu n'as rien vu. Tu étais allongé sur le canapé. Tu dormais quand tout d'un coup, ton corps s'est soulevé dans les airs. C'est l'œuvre du diable. » La vieille dame était assise dans un fauteuil du salon et ses mains noueuses agrippaient fermement les accoudoirs. Elle portait une robe noire délavée avec un haut col froncé blanc et un gros camé à son cou. Ses cheveux gris étaient si soigneusement peignés qu'ils semblaient une perruque. « Je ne veux pas qu'il vienne ici, je m'y oppose catégoriquement. »« Je m'en moque. Tu as un secret et je le sais. Il se passe quelque chose ici. »« Non, vous hallucinez. C'est l'âge qui vous égare. Vous croyez voir des choses qui ne sont pas.
C'est l'œuvre du diable, répéta-t-elle une nouvelle fois. À court d'arguments, il se réfugia dans sa chambre. Il avait peur, terriblement peur. Il connaissait les Warren de réputation, et il savait qu'ils allaient forcément chercher à le faire avouer. Qu'allait-il devenir s'il découvrait ce qu'il avait fait? 2 jours plus tard, alors qu'il regardait la télévision, sa mère pénétra dans la salle à manger, suivie de 2 invités. « Chérie, monsieur et madame Warren sont arrivés !» lui annonça-t-elle gaiement. Il se leva de son fauteuil en soupirant, et Lorraine fut choquée de son apparence. Malgré son terrible embonpoint, Joël portait une chemise amidonnée et des pantalons noirs. Il ressemblait à un premier communiant ou à un vieux petit garçon sinistre. « Bonjour », leur dit-il d'un air morne. « Bonjour », lui répondit Ed. « Nous voudrions vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Je pense qu'elles ont tout imaginé. » « Vous le croyez vraiment ? Vous savez, elles s'inquiètent sans arrêt pour moi. Elles s'inquiètent trop, voilà. Elles s'inquiètent trop. Leur inquiétude leur fait s'inventer des choses, dit-il en haussant les épaules. Il commençait à transpirer. Pas forcément, lui rétorqua Ed. Pourquoi ne nous asserions-nous pas pour prendre un café et un morceau de mon gâteau aux pommes, proposa alors Tania. Plus âgée que son frère, elle était tout son contraire. Mince, ravissante, elle respirait la joie de vivre. Tout le monde s'assit autour de la table de la salle à manger, même Joël, qui semblait bouder comme un enfant. Durant toute leur visite, il rechigna à répondre aux questions, ne s'y résignant uniquement que quand sa vieille mère lui jetait un de ces regards noirs dont elle avait le secret. Ed et Lorraine durent discuter avec lui à plusieurs reprises avant de commencer à le cerner. Il se montrait toujours renfermé et hostile, mais sa carapace semblait se fissurer un peu plus à chaque fois. À la 5e rencontre, il savait qu'il l'avait véritablement lévité et que sa mère avait vu juste. Les forces sataniques étaient à l'œuvre. Ils avaient aussi compris qu'il leur dissimulait quelque chose et qu'il ne comptait pas le leur dire. Ils n'en furent pas surpris. Ils se retrouvaient fréquemment confrontés à ce problème. Quand ils allaient dans une maison et qu'ils demandaient si quelqu'un avait déjà été témoin de phénomènes inexplicables, la réponse était presque toujours négative, du moins au début. Les familles n'avaient pas envie de parler. Elles répugnaient à leur confier leurs petits secrets de peur d'être jugées, tout comme Joël. Au cours de leur 6e visite, Tania rapporta avoir vu son frère léviter une nouvelle fois et sa mère leur parla de mystérieux bruits de voix dans sa chambre. Ed et Lorraine, qui cherchaient la cause des manifestations sans la trouver, commencèrent alors à envisager une nouvelle et terriblement choquante théorie. Elle leur paraissait si peu probable et si abominable qu'ils auraient voulu la repousser d'office, mais des cas avaient été répertoriés et ils ne devaient rien négliger. Au rendez-vous suivant, Ed apporta une caméra. Il avait réussi à convaincre la vieille dame de le laisser filmer la maison en prétextant que des choses étaient parfois enregistrées par la caméra que l'œil humain ne pouvait pas discerner. Mais en vérité, il voulait juste intimider son fils, le mettre sous pression pour le pousser à parler. « Aimez-vous votre travail au funérarium, Joël ?» lui demanda-t-il en guise d'entrée en matière. « Oui. Avez-vous déjà envisagé de faire autre chose ?»« Non. » « N'est-il pas trop stressant ? Parfois, quand je dois organiser 2 ou 3 enterrements en même temps, par exemple. Et ça ne vous dérange pas de travailler avec les morts ? Non, ça ne me gêne pas. J'y suis habituée. Pourtant, votre métier me semble quelque peu déprimant. Ça dépend des fois. Comment ça ? Eh bien, c'est très triste quand le mort est un jeune enfant. Même les directeurs de funérarium, qui ont vraiment appris à accepter la mort, ont du mal avec les jeunes enfants.
J'ai vu mon patron s'effondrer et pleurer lors de certains enterrements. Mais normalement, travailler avec des corps ne vous dérange pas. Habituellement, non. Cependant, il m'est déjà arrivé de me sentir mal à l'aise, en cas d'accident de la route particulièrement macabre, par exemple. Mais sinon, non. Ed s'éclaircit la gorge. Avez-vous jamais entendu parler de directeurs ou d'employés de funérarium qui prenaient quelques libertés avec les gens qu'ils enterraient? Quelques libertés? Des libertés sexuelles? Non, non, je n'ai jamais rien entendu de tel. On m'a dit que ça arrivait parfois. Vraiment? Oui. Eh bien, je trouve le sujet déplaisant. Je n'ai pas envie d'en parler, surtout dans ma propre maison, avec ma mère et ma sœur dans la pièce d'à côté. Ed planta ses yeux dans ceux de Joël et il continua à l'interroger sans tenir compte de sa remarque. Avez-vous déjà travaillé avec des femmes attirantes? Vous voulez dire des femmes mortes qui étaient jolies? Les avez-vous vues nues? Bien sûr. Avez-vous déjà ressenti du désir charnel pour elles? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Le corps de Joël était maintenant recouvert de sueur. Il tremblait et se mordillait la lèvre inférieure. Juste que les gens ne commencent pas à l'éviter sans raison. Je ne veux plus jamais vous revoir. Je l'avais bien compris. Ma vie ne vous regarde en rien. Calmez-vous. Pourquoi devrais-je me calmer? Vous venez chez moi et vous me posez des questions dégueulasses. Voudriez-vous un verre d'eau? Non. Aimeriez-vous que je demande à votre mère ou à votre sœur de venir vous soutenir? Laissez-les en dehors de ça. Vous savez, parfois, quand on commet un péché particulièrement vil, on invite le démoniaque à venir dans nos vies sans le vouloir. Je vais à l'église 3 fois par semaine et je récite ma prière tous les soirs. Je sais que vous le faites. Je ne suis pas un mauvais homme. Je n'en doute pas. Pourquoi me filmez-vous? Demanda Joël en pointant la caméra du doigt. Je vais regarder le film ensuite. Parfois, la caméra peut voir des choses que nous ne voyons pas. De quel genre? Oh, des démons, des fantômes, ce genre de choses. La caméra enregistre des choses invisibles. Parfois. Cette réponse parut le calmer. Il se tourna vers la fenêtre et commença à regarder à l'extérieur. Je ne comprends même pas comment vous pouvez penser que j'ai pu faire de telles choses. J'essaie de vous aider. Je suis votre ami, pas votre ennemi. Les femmes que je vois nues... Joël s'arrêta, hésitant. Oui, parfois elles semblent... J'admets que parfois elles sont très attirantes. Ah bon? Oui, je veux bien l'admettre, mais je n'ai jamais... Vous n'avez jamais quoi? Je ne les ai jamais touchées. D'aucune façon? Non, jamais, lui répondit-il en secouant négativement la tête. Avez-vous autre chose à me dire? Des larmes remplirent alors ses yeux, et serrant les poings, Joël commença à se marteler les cuisses. Ed sentait qu'il avait envie de tout avouer, mais qu'il n'arrivait pas à le dire avec des mots. Vous devez être courageux. J'essaie. Même si vous avez fait des choses dont vous avez honte, il n'est pas trop tard pour arrêter. Je sais. Vous pouvez être libéré des démons si vous le souhaitez. Je le peux vraiment? Sanglota-t-il. Oui. Mes cauchemars. Il reniflait maintenant comme un enfant. Dans mes cauchemars, je vois toutes ces femmes mortes, ces femmes en colère. Elles viennent me chercher pour se venger de ce que j'ai fait. Il n'est pas trop tard pour arrêter. Votre famille vous aime beaucoup. Elle vous donnera la force de résister. Ed laissa alors Joël, qui pleurait maintenant à chaudes larmes, et il se dirigea vers le salon où l'attendaient sa mère et sa sœur. Vous pouvez aller le voir si vous voulez, leur dit-il en rentrant dans la pièce. Vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Demanda Tania. Oh oui, nous avons bien travaillé. Pour Lorraine, l'histoire était particulièrement sordide, mais elle illustrait parfaitement les situations où les forces démoniaques sont impliquées.
À l'origine se trouve toujours un esprit perturbé. Joël n'était pas le genre d'homme que la plupart d'entre nous trouverions attirant de quelque manière que ce soit. Mais il était néanmoins un brave homme qui essayait de vivre sa vie, une vie de terrible solitude et de confusion. Il s'est tourné vers peut-être le pire péché de tous, la nécrophilie, et en agissant ainsi, il a ouvert la porte aux démons. Des années plus tard, Joël se battait toujours pour se libérer de ces démons, et j'ignore s'il y est un jour parvenu.